Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Commençons avec les titres de l'actualité de ce dimanche. Le général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, entame ce dimanche une visite officielle au Qatar pour prendre part à la 9e édition de l'exposition et la conférence internationale de Doha sur la défense maritime d'Index 2026. La nouvelle présidente de l'association France-Algérie, Ségolène Royal, dévoile un plan en 3 points pour mettre fin définitivement à la crise entre Alger et Paris. Pour elle, la clé, c'est la résolution du litige mémoriel. Salon national de l'emploi, de la formation et de l'entrepreneuriat tenu à Sétif, à l'est du pays. Le Algeria Job Summit se tient pour la première fois en dehors de la capitale avec la participation d'une 40aine d'exposants passionnés par l'emploi et l'innovation. À l'étranger, la cause sahraoui est plus que jamais au cœur des préoccupations des défenseurs des droits humains. En Espagne, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer la spoliation des richesses et des ressources sahraouis par l'occupant marocain. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver. Je disais à l'instant, le général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, entame ce dimanche une visite officielle au Qatar pour prendre part à la 9e édition de l'exposition et la conférence internationale de Doha sur la défense maritime d'Index 2026, et ce, sur invitation du général de corps d'armée Jassim Ben Mohamed Al-Menaï, chef d'état-major des forces armées qatari. À son arrivé à l'aéroport international de Doha, le général d'armée a été accueilli par le général-major Hamad Ben Ahmed El-Nouaimi, conseiller auprès du vice-premier ministre et ministre d'État aux affaires de la défense, aux côtés de l'ambassadeur d'Algérie auprès de l'État du Qatar, Salah Atiya. Lors de cette visite, le général d'armée aura des entretiens avec les responsables qataris sur les voies et moyens du renforcement de la coopération militaire bilatérale. Nous en parlions également en titre, relations algéro-françaises. Pour la première fois depuis son élection à la tête de l'association France-Algérie, Ségolène Royal prend la parole publiquement pour dévoiler un plan en 3 points pour mettre fin définitivement à la crise entre Alger et Paris. Pour l'ancienne candidate socialiste à la présidentielle, la clé, c'est la résolution du litige mémoriel. C'est un sujet de Afaf Belhouchet. Regardez. Dès les premiers mots de son discours inaugural, la nouvelle présidente a choisi une ligne claire, replacer les relations franco-algériennes dans une histoire longue, blessée, mais irréductible à la seule conflictualité. Je pense que l'amitié entre l'Algérie et la France n'est pas une option aléatoire et vacillante. C'est une nécessité humaine, morale, culturelle, économique, réparatrice. En un mot, une nécessité essentielle. Et le mot est lâché, réparatrice, car le discours ne contourne pas la question centrale, l'histoire franco-algérienne. Et face à une partie de la classe politique française tentée par la provocation mémorielle ou le déni, Ségolène Royal choisit une autre voie, celle de la reconnaissance sans calcul et sans posture. La question mémorielle me paraît importante. Ce ne doit jamais être un champ d'exploitation politicienne ou de falsification de l'histoire. Une phrase qui résonne fortement tant la mémoire a souvent été sommée de se taire ou de se justifier. Plus loin, elle s'attaque frontalement à une expression devenue familière dans les débats français, celle de la rente mémorielle. Je voudrais vous dire que je n'accepte pas le concept de rente mémorielle, parce que c'est une manière commode de délégitimer la parole des blessés de l'histoire. La mémoire des violences coloniales n'est pas un calcul ou un intérêt, c'est un droit de reconnaissance de faits établis et documentés. Certaines blessures, les crimes de la colonisation n'ont pas été nommés totalement, ni réparés, ni excusés. Eh bien, elles doivent l'être par la France. Un propos rare car il renverse la charge. Ce ne sont pas les victimes qui abusent de la mémoire, mais ceux qui refusent de la regarder en face. La présidente de l'AFA va encore plus loin et fait de la restitution de toutes les archives une première réparation.
la première de ces réparations et la première de ces excuses, c'est tellement évident et on se demande pourquoi ça n'est toujours pas fait, c'est la restitution des biens culturels et des archives. Car la mémoire n'est pas non plus une assignation à vie. Ce n'est pas une culpabilité héréditaire. C'est plus que cela, c'est un socle commun sur lequel on peut construire le plus jamais cela. La présidente de l'AFA appelle à un basculement stratégique. La mémoire cesse d'être un passé. Elle devient une matrice d'action. Les essais nucléaires français dans le Sahara, longtemps relégués au non-dit, sont explicitement désignés comme un chantier de vérité, de responsabilité, mais aussi de coopération. Voilà une belle opportunité de développer des entreprises sur le secteur énergétique et sur le secteur de la transition énergétique et de la propreté environnementale. Et c'est là où on devrait mobiliser les meilleurs spécialistes sur la dépollution, sur la dépollution des productions nucléaires, puisque dans le monde entier, il y a des chantiers de dépollution à conduire. Donc vous voyez qu'à partir d'une opportunité, d'une réparation, on peut avoir un débouché économique, un débouché en savoir-faire, un débouché en excellence et qui rendra service au monde entier tout en créant des activités, des emplois et du chiffre d'affaires. Mémoire et économie ne sont plus opposés donc, et une autre image de l'Algérie que Ségolène Royal appelle à rendre visible en France. La relation entre l'Algérie et la France peut devenir, j'en suis certaine, créatrice, enthousiasmante, avec les générations qui vivent passionnément, qui créent, qui innovent, avec les entreprises qui coopèrent. Une relation gagnante, une relation énergique, une relation volontaire sur les deux rives. Ce premier acte de la nouvelle présidente de l'AFA ne règle pas les contentieux, mais il pose un cadre, celui d'un dialogue assumé, sans déni du passé, sans renoncement à l'avenir. La tâche est immense, mais la volonté est affichée. Dans l'actualité économique, couverture hier du Salon national de l'emploi et de la formation et de l'entrepreneuriat à Sétif, à l'est du pays. Le Algeria Job Summit, qui se tient pour la première fois en dehors de la capitale, connaît la participation d'une quarantaine d'exposants passionnés par l'emploi et l'innovation, offrant des opportunités de concrétisation des idées pour les porteurs de projets. L'événement est aussi un espace de rencontre entre les recruteurs et les chercheurs d'emploi. C'est le compte-rendu de Sami Chir. L'Algeria Job Summit 2026 de Sétif, un événement désormais incontournable qui bouscule les codes du monde de l'emploi, de la formation et met l'innovation au centre de tous les dispositifs. Cette 19e édition rassemble jusqu'à demain plus de 40 exposants, entreprises industrielles, start-up, centres de formation et incubateurs venus de plusieurs wilayas du pays. Objectif affiché, créer des synergies entre talents émergents et industries innovantes et faire de l'innovation un levier de croissance durable. On invite les jeunes à profiter de cette occasion pour aller à la rencontre des opérateurs économiques présents, à passer des entretiens d'embauche et à profiter de toutes les activités proposées lors de ce salon. Ateliers pratiques, conférences interactives autour de l'intelligence artificielle et des technologies appliquées et rencontres entre jeunes diplômés et décideurs économiques. Ici, ce n'est plus seulement une question de CV. On veut voir des idées qui font la différence, des projets à haute valeur ajoutée, bref, des solutions qui transforment l'économie locale. L'Algérienne des eaux est à l'affût des profils créatifs, passionnés et maîtrisant les nouvelles technologies afin d'être au diapason de l'évolution technologique que connaissent tous les secteurs actuellement. Nous avons lancé des programmes dans le domaine de l'intelligence artificielle et proposons plus de 500 offres d'emploi pour l'année 2026. Pour les start-upers présents, c'est aussi une occasion en or. Pitch, échange avec des industriels, recrutement de talents et peut-être même les premiers financements. C'est aussi une vitrine pour les jeunes qui veulent passer du statut de chercheur à celui de créateur d'emploi grâce à l'innovation. C'est une plateforme électronique où nous proposons à la vente un catalogue de formations dans 5 domaines, les langues, les soft skills, l'infographie, le design, la photographie et même des formations dans le domaine médical pour répondre aux besoins des demandeurs d'emploi. Le salon n'est plus seulement un rendez-vous professionnel. C'est une plateforme d'accélération d'idées, un tremplin pour les talents de demain et un signal fort que le futur de l'emploi en Algérie passe aujourd'hui inévitablement par l'entrepreneuriat technologique.
Et le sujet est signé Enishir. Direction Tlemcen pour parler de l'un des plus grands ports de pêche de l'ouest du pays, le port de Sidi Oucha, qui a réduit depuis quelque temps la pression sur le port de Razaouet. Entre petits métiers, sardiniers et tonniers, la mise en exploitation de cette infrastructure portuaire a permis la relance de la pêche au niveau de la région et promet de devenir un pôle maritime majeur. Amin Messaoudi et Maïsal Bouhla dans ce papier. Il figure parmi les plus grands ports de pêche de l'ouest du pays. Le port de Sidi Oucha, situé dans la wilaya de Tlemcen, constitue un pôle économique majeur du secteur halieutique. Il dispose de l'ensemble des installations nécessaires à l'organisation de l'activité de pêche et à la prise en charge des professionnels du secteur. Un transfert partiel du port de Razaouet est engagé afin de fluidifier les opérations et d'alléger la pression sur les infrastructures. Une phase initiale prévoit le déplacement des navires de l'ancien port vers le port de Sidi Oucha, avec un encadrement rigoureux des opérations. Réalisée selon les normes requises, cette halle à marée a été achevée l'été dernier. Le port de Sidi Oucha a également été doté d'une grue de levage moderne destinée aux navires de pêche, renforçant ainsi ses capacités opérationnelles et ses équipements. Un portique de 250 tonnes conforme aux normes internationales, équipé d'une technologie de haute précision, est entièrement fabriqué en Algérie grâce à des compétences nationales. On retrouve dans ce port des ateliers de fabrication que l'on peut voir avec des compétences 100% algériennes. Ce projet s'inscrit dans les efforts de l'État visant à construire et moderniser les infrastructures et à transformer les ports en équipements stratégiques au service de l'économie nationale et de la sécurité alimentaire. L'Office national des statistiques indique dans son dernier rapport que le taux d'inflation en Algérie en glissement annuel s'est établi à 1,5% à fin novembre 2025, enregistrant un net ralentissement par rapport au niveau de 1,7% observé en octobre. Ce chiffre représente l'évolution de l'indice des prix à la consommation sur la période allant de décembre 2024 à novembre 2025 comparativement à celle de décembre 2023, novembre 2024. Les prix des produits agricoles frais ont reculé de 1,3% alors que les produits alimentaires industriels ont connu une relative stagnation. Commerce, toujours avec le lancement des promotions hivernales, un procédé qui booste certes les ventes, mais qui offre surtout un éclairage sur la consommation en Algérie, mieux distribuée et plus accessible. Le produit national semble s'affirmer progressivement dans les rayons, au croisement des enjeux de pouvoir d'achat et de soutien à l'économie, nous dit Maïsal Bouhla dans ce reportage. Le produit algérien gagne du terrain grâce à une meilleure organisation de la distribution et à une logistique plus fluide. Les rayons sont aujourd'hui mieux approvisionnés, les ruptures moins fréquentes et l'offre plus régulière. Résultat, le produit local est plus visible et plus accessible pour le consommateur. Alhamdoulilah, il y a tout. On trouve il y a tout, que ce soit sur les produits alimentaires, que ce soit la vaisselle, les détergents. Non, donc il y a une abondance qui va nous permettre de choisir par rapport aux années d'avant. Donc c'est vrai qu'on trouve sur les rayons plus de choix par rapport aux produits algériens. Cette dynamique se confirme avec le lancement des promotions hivernales, un moment clé pour la grande distribution. Un test grandeur nature qui permet de mesurer les prix, la disponibilité des produits et la capacité du marché à répondre à la demande en produits algériens. C'est une politique de M. le Président de la République de lutter contre l'importation tout azimut. Donc, pour booster un peu l'industrie nationale, la production nationale. Aujourd'hui, le bénéficiaire, c'est le consommateur. L'objectif, c'est de le consommateur à l'aise. Il a le choix. Dans les magasins, la priorité est claire, mettre en avant le produit local. Objectif, répondre à une demande en hausse, soutenir l'économie nationale, tout en assurant continuité d'approvisionnement et diversité de choix. On est là pour rassurer le citoyen algérien que nous avons les produits locaux avec des prix très intéressants et une variété de produits locaux. Ils sont disponibles quelques semaines avant le premier Ramadan et soyez la bienvenue.
Entre disponibilité, prix et préférences nationales, la grande distribution devient un acteur clé de la montée en puissance du produit algérien. À l'étranger, la cause sahraoui est plus que jamais au cœur des préoccupations des défenseurs des droits humains. En Espagne, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer la spoliation des richesses et des ressources sahraouis par l'occupant marocain, appelant à l'application et au respect des décisions de la Cour de justice européenne. C'est un papier de Anis Chir. Malgré plusieurs décisions de justice européenne remettant en cause la légalité de l'exploitation des ressources de la Rast, l'Europe continue de sceller des accords avec l'occupant marocain pour profiter des richesses sahraouies. Ce pillage est fermement dénoncé par les Sahraouis et les défenseurs des droits humains. Les problèmes résultant du processus juridique initié en 2016 trouvent leur origine dans un litige opposant Union européenne d'une part et le Front Polisario, représentant légitime du peuple sahraoui, d'autre part. Dans ce contexte, l'Union européenne persiste à conclure des accords économiques avec le Maroc, ce qui constitue une violation des différents principes et décisions énoncées par la Cour de justice de l'Union européenne. Dans le cadre des journées de solidarité avec le peuple sahraoui organisées au nord de l'Espagne, le conseiller spécial du président sahraoui chargé du dossier des ressources naturelles, Oubi Bouchraya al-Bashir, a affirmé que ces accords ont un impact négatif sur le processus de règlement pacifique au Sahara occidental. Il a souligné que le régime du Merzan n'aurait pas pu continuer à financer l'occupation du Sahara occidental sans les revenus financiers provenant de l'exploitation du phosphate et des ressources halieutiques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'après un long parcours, notamment entre 2012 et 2016, le Front Polisario a engagé un processus visant à contester les différents accords économiques signés entre le Maroc et l'Union européenne, lesquels incluent le territoire du Sahara occidental sans le consentement du peuple sahraoui. Face à la gravité de la situation liée à l'exploitation des ressources naturelles du peuple sahraoui, un appel a été lancé pour intensifier les efforts diplomatiques afin d'empêcher l'entrée des produits sahraouis sur les marchés européens. Maroc, l'édition 2025 de la CAN a été très critiquée. Elle restera marquée par un arbitrage contesté qui a fragilisé l'équité du tournoi et transformé le spectacle en une succession flagrante d'injustices. C'est ce que nous dit Raouf Hamouch dans ce papier. La mémoire du football africain retiendra cette 35e édition de la CAN comme une page sombre, marquée du sceau du scandale. Une page écrite par des décisions arbitrales, arbitraires et signée par des organisateurs qui ont terni l'honneur de la compétition. Longtemps dissimulées, ces pratiques ont aujourd'hui éclaté au grand jour, mettant à nu les dérives qui fragilisent la crédibilité du football africain. Et pour preuve, la retentissante polémique concernant la désignation du Sénégalais Issassi pour diriger la rencontre entre notre sélection nationale et le Nigeria n'a surpris personne parmi les observateurs avertis de la CAN, tant les décisions contestables se sont multipliées au fil du tournoi. Si la CAF voulait sortir l'Algérie de cette CAN, elle y est parvenue en confiant le match à un arbitrage très faible. Dès le début, les décisions ont pénalisé l'Algérie et tout au long de la rencontre, l'arbitre a clairement empêché l'équipe de jouer. Ce n'est pas la première fois qu'un pénalty évident en faveur de l'Algérie vu par le monde entier échappe à l'arbitre. Une décision lourde de sens dans un scénario où tout semblait programmé pour écarter un concurrent sérieux. Et ce ne sera sans doute pas la dernière. La succession de cartons injustifiés brandis contre les joueurs algériens confirme que ce qui s'est produit lors du match Algérie-Nigeria n'était ni un incident isolé, ni une simple erreur humaine, mais un acte prémédité et soigneusement orchestré dès le départ. Après qu'on gagne un petit peu de temps et qu'on leur donne leur coupe directe et qu'on arrête de me prendre moi pour une bille en tant que spectateur, qu'on arrête d'insulter le foot et qu'on arrête d'insulter ceux qui jouent au foot, les joueurs, parce que c'est les premières victimes. Ce que j'ai vu ce soir est invraisemblable. Les Marocains sont les plus grands tricheurs d'Afrique. Et qui dit tricheur va de pair avec mensonge, fourberie, tout ce qui est Les dérives arbitrales ont atteint leur paroxysme dans les dernières minutes de la rencontre face à la Tanzanie. Une sélection, elle aussi, privée d'un pénalty, pourtant jugé incontestable à l'échelle mondiale, après une faute évidente sur l'attaquant tanzanien. Et ça ne s'arrête pas là.
puisque le Cameroun, à son tour, rejoint la liste des victimes en quart de finale, contraint d'avaler l'amertume de 2 pénaltys flagrants non accordés. À ce rythme, ces dérives et scandales semblent loin de prendre fin. Proche-Orient, à Gaza, il ne passe pas un jour où il n'y a pas de morts sous les balles des forces d'occupation sionistes, malgré l'entrée en vigueur de la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu. L'occupation a intensifié ses bombardements, alourdissant le bilan des martyrs, notamment parmi les plus vulnérables, qui affrontent des conditions inhumaines aggravées par une météo désastreuse marquée par le froid glacial qui frappe la région. Walid Benouis. L'entrée en vigueur théorique de la deuxième phase du plan de paix à Gaza est intervenue alors que la première phase du prétendu cessez-le-feu n'a jamais été respectée. Pas un jour ne passe sans qu'il y ait des martyrs. La violation quotidienne de la trêve a d'ailleurs fait 464 morts depuis le 10 octobre dernier. Même s'ils entretiennent le mince espoir de voir les armes se taire, les Palestiniens ne se font pas d'illusions. Avec l'installation de la Commission nationale transitoire qui aura pour mission de répondre aux besoins urgents de la population. Je pense que l'entité sioniste tentera d'entraver le travail de la Commission, car sa réussite entraînerait des conséquences politiques qu'elle préférerait éviter. Entre déplacements forcés et privations, les habitants tentent de survivre avec les moyens du bord. Ebou Yasser, déplacé du quartier d'Al-Nasr vers le camp d'Al-Rimel, au centre de Gaza, passe ses journées à réparer sa tente, déchirée lors des dernières intempéries. Une situation qui n'est pas prête à s'améliorer sans une solution concrète et un arrêt des agressions. Nous lançons un appel à la Commission pour que la priorité absolue soit donnée à l'hébergement des personnes. Nous avons tous vu ce qui s'est passé lors des dernières intempéries, des tentes inondées ou emportées par le vent. Nous espérons aussi que l'introduction des caravanes figure en tête des priorités. À Gaza, plus d'1 million de déplacés affrontent des conditions humanitaires extrêmes. Selon des sources onusiennes, la bande de Gaza compte plus de 60 millions de tonnes de décombres, dont l'évacuation pourrait prendre plus de 7 ans. Regardez l'attente, regardez la misère dans laquelle nous vivons. Cela fait 3 ans que nous sommes dans cette situation. Où est la paix? Il n'y aura de paix qu'auprès de Dieu. Les attentes palestiniennes restent ainsi liées à la politique de l'occupant qui continue de faire fi du droit international. Retour au pays, à Tabel Bala, dans la wilaya de Miabès, une dynamique environnementale accompagne désormais les grands chantiers structurants du pays. En marge du projet de la ligne ferroviaire Bachar Tindouf Garage Billet, le ministère de la Jeunesse, en partenariat avec plusieurs institutions et acteurs de la société civile, a engagé une opération de reboisement ciblant les accords du tracé ferroviaire Samedri. À Tabel Bala, l'heure est à l'action verte. De nombreux volontaires se sont rassemblés pour le lancement de la campagne de plantation d'arbres le long de la voie ferrée, une initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme national de reboisement visant à accompagner les projets stratégiques de l'État et à renforcer la dimension environnementale dans la mise en œuvre des grands projets d'infrastructure, notamment le projet de la ligne ferroviaire liée à l'exploitation de la mine de Garage Billet d'importance économique et stratégique. Le tout en impliquant la jeunesse et les citoyens dans les actions liées à l'amélioration de leur cadre de vie. C'est une action précieuse et porteuse de sens. Nous aspirons à ce que ce genre d'initiative se multiplie afin que notre Algérie demeure toujours verte. À vrai dire, dans toute la wilaya de Bni Abbas et plus particulièrement dans la commune de Tebel Bala, chaque opération que nous avons organisée a connu une forte mobilisation de l'ensemble des citoyens, notamment les jeunes. Cette opération, qui a enregistré une forte participation d'associations de la société civile, vise à renforcer la participation des jeunes à la protection de l'environnement, à la lutte contre la désertification et à l'amélioration de l'environnement écologique des grands projets nationaux. Planter un arbre, c'est planter l'espoir et les rêves auxquels aspire la jeunesse. Nous espérons que l'Algérie restera toujours verte. Cette campagne se poursuivra tout au long de l'année à travers des actions de volontariat et de plantation d'arbres dans plusieurs régions, afin d'impliquer la jeunesse, renforcer son sentiment d'appartenance à cette chère patrie et à sa fierté face aux efforts déployés par l'État algérien. L'implication des jeunes dans cette action témoigne de leur prise de conscience sur leur rôle actif dans le soutien au processus de développement national durable et à la consécration de la culture de citoyenneté environnementale.
Et avec de l'environnement, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à 19h. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.